Bonsoir, heureux de vous retrouver dans cette édition spéciale le Diaf Point consacrée à la conférence de presse de Dieudonné Ambassa-Zan, ancien ministre des Travaux publics du Cameroun, ancien député de la Meufou à Faba. L'évocation de son nom nous replonge dans l'affaire baptisée Daz, relative donc à des détournements de plusieurs milliards de francs CFA. On parle alors d'un montant de 5 milliards 820 millions de francs CFA de fonds publics dédiés à la construction du pont sur le Voiré. Une affaire qui va donc aboutir à la sentence suprême, notamment sa condamnation à la prison à vie par contumace. En désaccord avec cette sentence du tribunal criminel spécial, Dieudonné Ambassa-Zan, autant pour moi, va décider de saisir les instances internationales, notamment le Comité des droits humains des Nations Unies. C'était par l'entremise d'une plainte en 2017. Il a depuis quelque temps reçu une réponse de l'instance onusienne qui épingle l'État du Cameroun dans un procès pour lequel plusieurs manquements ont été soulignés, donnant donc raison à Dieudonné Ambassa-Zan. Il nous fera donc le plaisir de nous commenter l'avis de l'instance onusienne pendant que Jackie Moifo, que l'on ne présente plus, et moi-même l'écouterons attentivement pour par la suite lui poser nos questions. Je vais donc de ce pas même introduire sur ce plateau Jackie Moifo de JMTV+. Jackie, bonjour et merci d'être là pour cette conférence de presse. Bonjour Guy, merci d'avoir convié JMTV+ à présenter cette conférence de presse conjointement. Bonjour à vous, chers téléspectateurs de ZFTV et de JMTV+. Voilà, donc après Jackie, nous avons le plaisir d'avoir ici Dieudonné Ambassa-Zan lui-même, hein, qui est donc celui qui donne cette conférence de presse que nous avons simplement organisée pour qu'il puisse nous parler de sa plainte déposée aux Nations Unies. Bonjour Dieudonné et merci d'être là pour cette conférence de presse. Oui, bonjour à tous les téléspectateurs et les téléspectatrices de Diaf TV, de Prince Ngassa et de JMTV, de mon frère et ami Jackie Moifo. Comme vous l'avez bien dit dans votre mot introductif, il s'agit d'une conférence de presse. Donc, le prétexte est la décision adoptée par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies à la suite de la plainte que j'ai introduite. Cette décision a été adoptée le 14 juillet 2023. Elle m'a été notifiée par le truchement de mon mandataire et mon conseil juridique en novembre 2023. Donc, je voudrais remercier d'abord très sincèrement toutes les personnes qui nous regardent, qui sont à l'écoute pour suivre ce modeste mot, cette modeste intervention qui sera la mienne. Je voudrais adresser à toutes ces personnes, nous sommes en début d'année, mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2024. Je voudrais également dire sincèrement merci à Diaf TV et à JMTV qui m'ont fait confiance depuis le début de cette affaire, depuis que je me bats pour essayer de faire apparaître la vérité, parce qu'il y a eu beaucoup d'encre a coulé sous le pont. Les gens ont dit chacun ce qu'il voulait entendre. D'autres, certains me voyaient au Canada, d'autres me voyaient en Afrique du Sud et que sais-je encore, mais toujours est-il que la malinformation a fait son lit
dans cette affaire qu'il est convenu d'appeler l'affaire DAS. Et grâce à GMTV et à Diaf TV, j'ai toujours eu la possibilité d'apporter les éclairages. Et je pense ici qu'il faut saluer les promoteurs de ces deux chaînes de télé dans la mesure où ils font un travail exceptionnel, dans la mesure où il s'agit de télévision citoyenne, puisque nous savons que ce n'est pas facile d'avoir un espace d'expression. Pour revenir à la conférence de presse, je dirais que j'ai pensé que je pouvais la structurer en deux parties. Les deux parties, tout simplement parce que la première partie, elle consiste en des rappels, peut-être aussi des éclairages. Et beaucoup n'ont pas toujours bien saisi ce qui se passe. Elle portera, cette première partie, elle portera sur un rappel des accusations. Elle portera sur les circonstances de la levée de l'immunité parlementaire, parce que j'étais député à l'époque. Elle portera aussi sur le procès devant la justice camerounaise. Une fois que ce contexte aura été posé et ces rappels faits, je partirai sur la deuxième partie qui consiste essentiellement à parler de ma plainte et de la suite qui a été réservée à cette plainte-là par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies que nous appelons en abrégé CCPR. Alors, si je commence donc à dérouler la première partie, je dirais, s'agissant des faits, que j'ai été nommé ministre des Travaux publics le 24 août 2002 et je suis resté à la tête de ce département ministériel jusqu'en décembre 2004. À ma sortie du gouvernement, je me suis mis aux activités agro-pastorales avant d'être sollicité par les populations de mon département pour présenter ma candidature comme député de la circonscription de la Mouamba. Alors, c'est pendant que nous menions la campagne pour cette élection que j'ai été visé par 3 contrôles du CONSUP. CONSUP étant entendu ici comme l'institution au Cameroun qui contrôle la gestion des finances publiques. Il y a eu une mission d'enquête spéciale sur la gestion des opérations de réhabilitation des ponts du Kouri et du pont des Bébda. Il y a eu ensuite une mission plus globale de l'ensemble de ma gestion à la tête du département ministériel des travaux publics. Il y a eu une troisième mission qui a été conduite sur l'ensemble du territoire de manière à regarder comment j'ai géré, comment j'ai conduit les projets d'entretien routier, de construction des routes sur l'ensemble du territoire. À l'issue de ces différents contrôles, des rapports ont été dressés et les vérificateurs du contrôle supérieur de l'État ont mis à ma charge un certain nombre d'accusations particulièrement graves
Donc, concernant le pont de Uri, voilà, concernant le pont sur la Sanaba à Ethiopia, et bien d'autres points, parce que je ne vais pas m'attarder là-dessus. Toujours est-il que ces rapports ont été fusionnés et un compte rendu a été fait au président de la République par Zik Kame Masoma, qui était à l'époque ministre du contrôle supérieur. Et curieusement, parce qu'il faut bien que nos téléspectateurs et nos téléspectatrices sachent qu'il y a eu un vice de procédure. C'est le premier point. Vice de procédure parce que lorsque vous êtes gestionnaire des crédits et des fonds publics et que le consulat est déployé pour faire des contrôles, le rapport est d'abord adressé au Conseil de discipline budgétaire et financière, qui donc maintenant fait le tri entre les faits qui peuvent être considérés comme faute de gestion et les faits qui peuvent être considérés comme crime ou délit. Donc, en réalité, c'est cet organisme qui porte donc plainte au nom de l'État. Mais très curieusement et très paradoxalement, le ministre Kame Masoma, sans savoir pourquoi et pour quelles raisons, et ce qui l'a amené à nous faire, a immédiatement engagé une procédure devant la justice du Cameroun. À l'époque, c'était le tribunal de grande instance qui a été saisi. Et je dois dire que cette procédure a duré d'ailleurs jusqu'à ce que intervienne la création, je crois, en 2011, du tribunal criminel spécial. Donc, vous me poserez la question de savoir, lorsque les vérificateurs sont descendus sur le terrain, qu'ils ont fait leur rapport, est-ce qu'ils n'ont pas respecté la procédure contradictoire? Je dirais dans une certaine mesure. Mais je dois préciser que pour la mission d'enquête spéciale sur le pont de Uri, le pont des BPA, cette procédure contradictoire a été ignorée. Pour les autres contrôles, j'ai reçu des demandes de renseignements, j'ai apporté des réponses, mais le sentiment qui est le mien, c'est que ces réponses n'ont pas été prises en compte. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois quand même déjà à ce stade de relever que tout le monde le comprenne bien, que les vérificateurs n'ont pas la compétence pour contrôler et juger les aspects techniques des marchés publics dans le domaine de l'entretien et de la construction. Ce qui fait que beaucoup d'irrégularités obtenues à charge n'étaient pas fondées. Mais là, qu'à cela devienne, le rapport a été adressé et la plainte déposée par le ministre Kame Masoma à la justice. Ce qui m'amène donc à aborder le deuxième point de cette première partie, qui est la levée des... On arrive à la levée des comment? Parce que à l'époque, j'ai été déjà député à la suite de l'élection du 2007. Lorsqu'on est député, on est protégé par ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Il fallait donc que le procureur de la République saisisse le président de l'Assemblée pour demander la levée
afin que je puisse répondre des faits qui étaient retenus en charge. Et cette demande de levée du fichier a été adressée autour du 10 juillet 2009. Le 14 juillet 2009, l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée s'est réuni en session extraordinaire pour examiner. Et comme on ne pouvait pas s'y attendre, le bureau de l'Assemblée a dit que le dossier était vide. Toute tendance confondue, la fois par les députés du SDF et bien de. Donc, le bureau, composé de 26 membres, a statué à toute unanimité qu'il fallait reporter cet examen, le temps de voir clair et de demander un complément d'information et même de m'entendre. Parce que je n'avais pas été tenu informé, je n'ai pas pu également, là, au niveau de l'Assemblée, me défendre. Donc, pendant que nous attendions que le bureau de l'Assemblée fixait une nouvelle date, comme par un paquet magique, tout de suite, une nouvelle date a été fixée, avant même que les députés aient pu mettre en œuvre les recommandations qu'ils avaient adoptées lors de la réunion du 14 juillet. Donc, une nouvelle réunion s'est tenue, une nouvelle session du bureau s'est tenue le 7 août 2009 et au forceps, mon immunité a été levée. Entre-temps, je me trouvais en Europe déjà pour des raisons personnelles, comme je l'ai toujours souligné. Et lorsque j'ai vu la manière dont les choses se présentaient, lorsque j'ai vu comment ceux qui ont été poursuivis avant moi dans le cadre de l'opération Épervier, j'ai jugé utile de rester en France où je me trouvais et de demander asile. J'étais convaincu que je ne pouvais pas bénéficier d'un procès équitable. D'ailleurs, pour la petite histoire, l'Union interparlementaire qui avait été saisie de cette affaire a commis au Cameroun, a dépêché au Cameroun 2 missions. Et toutes ces missions ont précisé, ont confirmé que je n'étais pas en mesure de bénéficier d'un procès équitable parce que ce qui régnait, comme l'Union et la mission l'avaient souligné, c'était plutôt la présomption de culpabilité. Donc, j'ai demandé asile en France, j'ai obtenu le droit de résider en France en tant que réfugié statutaire. C'était en avril 2010. Et entre-temps, d'ailleurs, comme on le verra lorsque on parlera de la décision du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, on se rendra compte que entre la levée de mon immunité et le début même de l'instruction de l'affaire, il s'était écoulé, je crois, 4 ou 5 ans. C'est-à-dire que nous étions déjà arrivés à 2012. Donc, le Comité des droits de l'homme, comme je dis, nous reviendrons, s'est posé la question de savoir pourquoi fallait-il lever cette immunité, puisque M. Ambassa étant élu en 2007, son mandat s'est terminé en 2012. Pourquoi avoir fait... Donc, vous avez choisi de le mettre en prison pendant tout ce temps. Et je dois même relever que certains députés
avait demandé qu'on me laisse terminer mon mandat pour que je sois poursuivi après, que j'ai le temps de me préparer, que j'ai le temps de préparer ma défense, mais ça n'a pas été accepté. Donc, vous comprenez un peu que dans tout ce contexte-là, il était difficile, c'est-à-dire que rentrer au Cameroun signifiait pour moi accepter de venir entrer en prison. Et je n'ai pas accepté cela parce que je considérais et je considère toujours que je n'ai pas commis les détournements massifs mis à ma charge. Une fois mon immunité est levée et après 4 ans d'attente, l'affaire a finalement démarré devant le tribunal criminel spécial. Je voudrais juste souligner, pour ne pas rentrer dans les détails, que la situation la plus difficile pour moi dans le cadre de ce procès, c'est que il ne m'a pas été permis de me faire représenter et de faire assurer ma défense par un avocat de mon choix. J'ai même, depuis la France, fait un mémoire en défense que j'ai fait tenir par voie d'huissier au tribunal criminel spécial et qui n'a pas été examiné. Donc, ma condamnation, ma culpabilité et ma condamnation ont été décidées sur la seule base des rapports produits par les vérificateurs du contrôle supérieur de l'État et présentés, défendus par le ministère public. Donc, vous savez que d'une manière générale, la justice est représentée par l'icône, comme on appelle l'icône, c'est une balance verbale qui est en équilibre. Alors, ça veut dire que ce n'est que la condamnation a été décidée sur la base des éléments fournis par une seule personne. Même dans nos traditions, on sait qu'on ne peut pas prendre une décision concernant une affaire, surtout lorsqu'elle est importante, sur la base des tirs d'une seule partie. Donc, je reviendrai sur ce que l'on reproche à cette procédure judiciaire. Mais toujours est-il que le verdict qui a été rendu en juin 2015 a été très lourd. Réclusion criminelle à perpétuité, déchéance à vie de mes droits civils et politiques, condamnation pécuniaire à hauteur de 10 milliards de francs CFA, et ensuite il y a un montant de 600 millions de francs où je suis condamné solidairement avec un ancien collaborateur et des fonds d'environ 300 millions de francs CFA. Contestant ce procès, j'ai fait introduire par mon avocat un pouvoir d'assessment auprès de la section spécialisée de la Cour suprême. Ça a pris le temps, ça a pris. Toujours est-il que, in fine, la section spécialisée de la Cour suprême a jugé mon dossier recevable, mais il n'a pas examiné au fond. Et pour cause, et on reviendra là-dessus lorsqu'on parlera de la décision qui a été prise par le Comité des droits de l'homme de la Nations, parce que la Cour suprême a souligné le fait que je ne devais pas évoquer les faits, je devais évoquer que les points de droit dans
mon pourvoi en cassation. Or, le problème qui se pose, et sur lequel également dans la décision, c'est que le tribunal criminel spécial statue en premier et dernier ressort. Parce qu'on a décidé que vous êtes coupable et qu'on vous condamne, on vous censure, vous n'avez pas de juridiction supérieure. Pour reprendre un peu simplement dans le cadre de l'affaire civile et pénale ordinaire, vous savez que lorsque vous êtes traduit devant le tribunal de grande instance qui prend sa décision, vous avez la possibilité de saisir en appel la cour d'appel. Et si vous n'êtes toujours pas satisfait, c'est là où vous faites le pourvoi de cassation. Donc, lorsque le tribunal criminel spécial statue en premier et dernier ressort, il n'y a pas pour le prévenu, pour la personne condamnée, il n'y a pas de double degré de juridiction. Et en plus que ce double degré de juridiction existe pour le ministère public. Parce que lorsque le ministère public se pourvoit en cassation, lui, il peut évoquer les points de droit et les faits. Pendant ce temps, le prévenu, la personne prévenue, la personne condamnée, ne peut évoquer que le point de droit. Ça laisse déjà entrevoir, ça laisse déjà transparaître les points qui vont dire que le procès est inutile. Donc, voilà à peu près ce rappel que je devais faire avant que nous ne puissions venir sur la partie qui est la plus importante, qui porte sur le côté de la décision du des droits de l'homme. Alors, ça veut dire que lorsque la Cour suprême a rejeté mon pourvoi, la décision d'arrêt de la tribunal spécial doit produire tous ses effets. Et dans le système judiciaire camerounais, tout ce qu'on peut faire une fois que la Cour suprême a rejeté le pourvoi, ce n'est que la révision du procès à certaines conditions. Et je ne me rappelle pas jusqu'à présent avoir suivi une procédure qui a été engagée en révision d'un procès. Donc, la seule chose qui me restait, c'était de saisir les organisations internationales auxquelles notre pays a adhéré pour soumettre ma plainte. J'avais le choix d'aller vers l'Union africaine en vertu de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. J'avais aussi le choix d'aller vers les Nations unies en vertu du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et pourquoi? Tout simplement parce que le Cameroun ayant adhéré, par exemple, au pacte international relatif aux droits civils et politiques, a reconnu la compétence de cet organe en matière de protection, de surveillance, de protection des droits de l'homme. Ça veut dire que le Camerounais ou la Camerounaise qui estime que ses droits ont été bafoués et qui a épuisé les recours internes comme je l'ai fait, peut saisir soit la Cour africaine des droits de l'homme en vertu de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, soit saisir le Comité des droits de l'homme des Nations unies en vertu du pacte. Donc, j'ai usé donc de cette possibilité, de cette ouverture qui m'était donnée par
l'adhésion du Cameroun, de notre pays, à ces instruments-là. Maintenant, cette décision, que j'ai introduite, j'ai fait introduire par un mandataire, ça veut dire un avocat conseil, elle a été soumise le 17 juillet 2017 et elle portait sur quoi? Le fond de ma plainte, c'était de dire que j'ai été victime d'un procès inéquitable. Le procès équitable étant les principes de ce qu'on entend par procès équitable étant définis, étant précisés par l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cet article 14 exige, par exemple, prescrit aux États, quel qu'il soit, il prescrit aux États de respecter le contradictoire. Vous avez vu que dans le cas d'espèce, ce principe du contradictoire n'a pas été respecté. On prescrit aux États de ne pas prononcer la culpabilité de quelqu'un tant qu'on n'a pas apporté les preuves. Moi, j'ai été condamné sans preuve. On n'a jamais dit où l'argent se trouvait, par exemple sur le pont du Vouri. L'argent était où? Je l'ai pris quand et comment et je l'ai mis où? Or, dans les faits, je n'étais même pas dans le processus de paiement. C'est-à-dire que l'argent que la France a donné au Cameroun au titre de prêt, bien avant que j'arrive au ministère des Travaux publics, il y avait tout un mécanisme de paiement. Un bureau d'études et de contrôle qui devait d'abord valider les décomptes avec l'ingénieur de suivi du ministère des Travaux publics. Et ensuite, ces décomptes étaient envoyés à l'Agence française de développement, c'est-à-dire à Yaoundé, qui vérifiait, qui avait le loisir de pouvoir aller sur le terrain pour voir ce qui était fait. Et c'est cette agence, ce partenaire au développement qui procédait au paiement. Alors la question, c'est de savoir comment j'ai pu, n'étant pas impliqué dans le processus de paiement, comment j'aurais pu détourner de l'argent donné au Cameroun pour l'opération de réhabilitation. Et en réalité, comme je l'ai démontré dans la plainte, ce que le Cameroun a appelé, prétendument d'ailleurs, détournement de deniers publics qui font les 5 milliards ou je ne sais pas combien de milliards. Ces montants-là correspondent aux intérêts de retard, aux pénalités, aux surcoûts que le Cameroun, à juste titre d'ailleurs, a demandé à l'entreprise UDEC de payer, tout simplement parce qu'il y a eu des retards, il y a eu unilatérale. Le contrat, je l'ai signé en tant que ministre des Travaux publics, donc maître d'ouvrage, après avoir reçu la non-objection de l'Agence française de développement, après avoir reçu l'accord préalable de la commission de contrôle placée auprès du Premier ministre, chef du gouvernement, après même le visa du Premier ministre, chef du groupement, chef du gouvernement. Comment aurais-je pu donc faire pour détourner l'argent? Et même le plus grave, et c'est pour ça que je me félicite de cet entretien, qui me permet d'avoir
cette conférence de presse qui me permet de dire une fois de plus au Cameroun que je n'ai rien à voir. Je suis victime d'une injustice parce que le Cameroun a porté plainte à l'entreprise défaillante. Cette entreprise en arbitrage a été condamnée à réparer le dommage à hauteur d'à peu près 3 milliards de francs. Et ensuite, dans chaque marché, pour chaque marché, il est constitué de cautions. Caution de garantie, caution d'avance de démarrage des travaux, caution de... J'ai constitué toutes ces cautions à hauteur de 2,8 milliards à peu près de francs CFA. Cette caution, c'est-à-dire que ces engagements en écriture ont été validés par la CC Bank, Cameroun Commercial Bank. Et dès le mois de juillet 2006, j'avais été tenu informé avec des documents à l'appui que le ministère des Travaux publics, une fois que l'entreprise a été défaillante, a saisi la CC Bank et a demandé la mobilisation de ces cautions. 2,8 milliards. Donc, si nous revenons là, comme je dis, l'un des principes, donc, non seulement il n'y a pas de preuves, j'ai détourné de l'argent, mais en plus, le préjudice dont se prévaut le Cameroun, et à juste titre, a été largement reconnu et réparé, puisque l'entreprise condamnée à 3 milliards, personne ne nous a jamais dit les dispositions qui ont été prises pour faire exécuter cette sentence arbitrale. Personne ne nous a jamais dit qui a pris les 2,8 milliards de caution. Cet argent est parti où? Qu'est-ce qui en a été fait? C'est des choses qui doivent être dites aux Camerounais. J'ai même écrit aux organismes de surveillance pour leur dire, écoutez, je suis poursuivi, mais allez regarder, dites-nous un peu qui a pris l'argent mobilisé au titre des cautions données par l'entreprise Udecto, puisque ces cautions ont été mobilisées, c'est une réalité. Donc, voilà un deuxième principe. Le troisième principe qui n'a pas été respecté, c'est cette histoire de double degré de juridiction. Je l'ai déjà mentionné. Lorsque vous condamnez quelqu'un en première instance, il faut qu'il ait la possibilité de se référer à une juridiction supérieure qui réexamine les faits et la sentence et la culpabilité. Les faits et les points de droit. Je n'ai pas bénéficié de ces droits-là. Or, c'est un principe universel. Que vous preniez le pacte international relatif aux droits civils et politiques, que vous preniez la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est l'article 7, je crois, vous retrouvez les mêmes principes que vous soyez en Union européenne, hein, avec la CDH, que vous soyez du côté des Amériques, où il y a la Cour américaine et tout ça, vous retrouvez les mêmes principes. Donc, ça pose problème. Vous retrouvez le fait que les témoins qui ont été appelés, ça veut dire que les vérificateurs qui ont été sur le terrain, qui ont fait des rapports immanquables, ont été cités par l'État comme témoins. Mais ces témoins ne sont pas venus.
Ces témoins ne sont pas venus. C'est-à-dire le chef de mission de contrôle n'est pas venu. Alors, on m'a condamné sur la base de quoi? Il y a des dispositions dans le code de procédure pénale qui voudraient que on contraindre le témoin qui a été condamné par le tribunal. Rien n'a été fait. Donc, je prends juste ces quelques exemples-là pour que les uns et les autres puissent comprendre pourquoi j'ai parlé de procès inéquitable. Et au-delà même de ça, il y a le retard. Que quand vous voyez comment cette affaire s'est passée, il fallu attendre, je ne sais pas, de 7 ou 8 ans pour que on puisse enfin se décider à juger la compte. Donc, voilà à peu près qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce que j'ai dit dans ma plainte. Et alors, monsieur Ambassadeur, c'est vrai qu'on est dans le cadre d'une conférence de presse avec une certaine particularité, c'est qu'elle est organisée par un média qui généralement est plutôt lui aussi astreint à un temps. Si vous nous permettez, nous vous donnons encore la possibilité de poursuivre pendant maximum 5 minutes afin que nous ayons nous aussi la possibilité de poser des questions. Alors, je pense que je vous remercie, je comprends, mais il était important quand même de donner ces précisions. Maintenant, je dois me féliciter du fait que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a trouvé que pour l'ensemble, j'avais raison. J'avais raison, puisque dans la décision, il a été souligné que mes droits ont été violés, les droits protégés par l'article 14, et il a été demandé à l'État du Cameroun de procéder à la réparation de ces préjudices. Donc, voilà à peu près ce que je pouvais dire dans le cadre de cette ma présentation préliminaire, en attendant maintenant vos questions. Mais je pense que si je me suis attardé, c'est pour que les uns et les autres puissent comprendre pourquoi on arrive à la décision de dire que mes droits étaient violés et que l'État doit réexaminer la décision du DCS et doit réparer. Donc, je vous remercie et j'attends vos questions. Voilà, alors pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, vous êtes donc en ce moment même dans une édition assez spéciale consacrée à une conférence de presse organisée par GMTV+, et Diaf TV et donnée par l'autre invité, l'ancien ministre, ancien député de la Meufouafamba. Il était également ancien ministre, je disais tantôt, ministre des Travaux publics. Donc on vient de l'écouter pendant à peu près 40 minutes. Maintenant, nous allons passer à la phase des questions. Je voudrais, dans un premier temps, rappeler que cette émission est assez particulière, hein. Donc nous posons des questions et si vous nous suivez en ce moment, n'hésitez pas à nous laisser vos questions dans le chat que nous pourrons également adresser à notre invité. Alors je voudrais passer la parole à Jackie Mafo qui a pris beaucoup de notes et qui devrait avoir forcément des questions, des questions pour notre invité. Alors Jackie, à toi la parole. Merci beaucoup Guy. Rebonjour monsieur l'ambassadeur. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention. Est-ce que vous pouvez augmenter le volume parce que D'accord, le volume chez moi est à fond. Guy, est-ce que tu m'entends bien? Alors. Bon, on peut y aller. Très bien. Donc, merci monsieur l'ambassadeur pour le déroulé des événements. J'ai bien noté le retour sur les faits, les accusations, les circonstances qui ont mené à la levée de l'immunité, de votre immunité parlementaire, le procès au Cameroun à peu près tronqué, la saisine par vous
du comité des droits de l'homme des Nations Unies, j'ai noté la décision de ce comité-là en votre faveur. La question que nous posons, qu'est-ce que l'avenir nous dira? Mais bon, chers téléspectateurs de DIAF et de JMTV+, je ne serais pas étonné qu'il ne se passe rien, car comme la France, le Cameroun est signataire de plusieurs accords dans le monde entier, mais ne respecte presque aucun. Voilà. Ce n'est pas que le Cameroun, j'ai dit comme la France, car la France est championne là-dedans. Ne dit-on pas que quelqu'un est le meilleur élève de l'autre? Mais, monsieur l'ambassade, je retiens surtout que sur le fond comme sur la forme, en vous écoutant et en lisant ce que le comité des droits de l'homme des Nations Unies a... Je ne suis pas. Est-ce que la technique pourrait rétablir la bonne connexion? Alors, donc, moi j'entends très bien. Hein. Oui, là, maintenant, j'entends. Est-ce que, monsieur l'ambassadeur, vous m'entendez? Oui, là, je vous entends. Très bien, très bien. Alors, je vais reprendre. Je ne sais pas jusqu'où vous m'aviez écouté. Je note bien que sur le fond, comme c'est reparti, hein? Bon, c'est la technique, chers téléspectateurs, pardonnez-nous, c'est parfois ça. Hein. Il y a des problèmes de connexion au Cameroun, comme dans plusieurs autres pays. Alors, vous êtes, monsieur l'ambassadeur, nous donne cette conférence de Toulouse, c'est bien ça, monsieur l'ambassadeur? Hein? Oui. Bon, ben, la connexion dérange aussi parfois en France. Ouais, c'est pas qu'au Cameroun. Bientôt, vous allez nous contaminer, nous aurons même des délestages ici. Bon, donc, monsieur l'ambassadeur, je disais donc ceci sur la forme comme sur le fond, au vu de ce que vous nous dites dans cette conférence de presse, au vu de ce que le comité des droits de l'homme des Nations Unies a rendu comme décision plutôt en votre faveur sur la forme, pas sur le fond, on se pose beaucoup de questions. La première, j'ai eu une série de questions, hein, comme a dit Guy, j'ai pris beaucoup de notes là. La première, c'est quel était l'intérêt de M. Etame Massoma de court-circuiter les choses, de tronquer la règle dans ce genre de problème au Cameroun. C'était quoi son intérêt, selon vous? Alors, merci, monsieur Jackie Moifo. Je voudrais d'abord revenir un peu pour dire que je dois dire que en reconnaissant que mes droits ont été violés, c'est une manière aussi de statuer sur le fond. C'est pour ça qu'on demande à l'État de réexaminer. Ça veut dire, vous savez, le comité des droits de l'homme, la difficulté, c'est que ce n'est pas comme la Cour européenne des droits de l'homme qui est une juridiction supérieure. Le comité des droits de l'homme n'est pas une juridiction supérieure aux États. Lorsque cette institution onusienne constate que les droits ont été violés et qu'elle demande à l'État de réparer ce préjudice, je dois vous dire que le préjudice, la réparation est un terme englobant, c'est un concept et qui fait l'objet d'une résolution des Nations Unies. Dieu donne ambassadeur. Oui, j'arrive. Vous êtes de Kola-Famba au Cameroun, n'est-ce pas? Je suis d'un fou. D'un fou. Il y a les cellules là, les cellules, les poissons là, n'est-ce pas? Oui. Mais là, vous avez essayé de faire la cellule avec moi. Ma question était, quel serait l'intérêt de... Je vais arriver, voilà. Parce que vraiment, je reviens. Permettez-moi juste une minute de dire que la réparation qui est prescrite à l'État du Cameroun, c'est parce que c'est une manière de dire que, à la fois, enfin, ce que je voudrais dire en quelques mots, c'est que j'ai gain de cause à la fois sur la forme et sur le fond, en mots simples. Maintenant, pour revenir à la question que vous posez, moi, je ne saurais jamais dire pourquoi le ministre Etame Massoma a violé le droit positif camerounais, parce que cette affaire, elle n'a pas été seulement suivie, elle n'est pas seulement suivie par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies,
Elle est suivie également par l'Union interparlementaire. Et l'Union interparlementaire a bien souligné que les procédures camerounaises ont été violées. Bon, maintenant, je vais dire, je n'ai rien à vous dire. Je constate la violation des procédures et je m'en tiens à ça. Je n'ai que mes yeux pour pleurer. Bon, monsieur ambassadeur, vous m'avez fait ça de cette façon-ci. Votre t-shirt est joli. Nous, je vous parle comme ça en étant à la primature à Yaoundé. Vous me dites, ce t-shirt, le jour où je l'ai acheté, je suis d'abord allé à Mimboban voir ma grand-mère qui voulait me donner une mangue. Après, je suis allé. Non, allez droit au but car nous sommes dans les médias, nous sommes tenus par le temps. Là, vous ne savez pas pourquoi monsieur Massoma a fait un peu du zèle. Maintenant, l'avez-vous jamais rencontré? En avez-vous jamais discuté avec lui en tête à tête ou par écrit? Je voudrais vous dire que lorsque je me suis retrouvé avec 3 contrôles parallèles en même temps, je suis allé rencontrer M. Etame Massoma chez lui. Il est vivant. Je m'étais fait accompagner à l'époque par quelqu'un qui le connaissait bien, qui avait des relations parce qu'il était son beau-frère. Je lui ai parlé, il me dit non, mais allons le voir. Je suis allé voir le ministre Etame Massoma chez lui à Bastos. Je lui ai posé la question, mais monsieur le ministre, est-ce qu'il y a un problème en Bas-Sazan? Il me dit pourquoi? Parce que je lui dis, mais je ne comprends pas. 3 contrôles en même temps. Contrôle, mission d'enquête spéciale sur le Vouri et le pont de Bebda. Un deuxième contrôle sur ma gestion au ministère des Travaux publics et on repart contrôler encore le pont du Vouri et le pont de Bebda, la gestion. Et une troisième mission sur l'exécution du budget d'investissement sur l'ensemble du territoire. Il y a quoi concrètement? Il n'a pas pu me répondre, ce monsieur-là. J'ai beaucoup de respect pour tout le monde, mais je dis que quand vous rendez compte que vous vous retrouvez avec 3 contrôles sur le dos en même temps, vous vous posez quand même des questions. Il m'a dit, je vais rassurer. J'ai dit, je ne suis pas venu vous voir pour demander une faveur quelconque. Je veux tout simplement que je bénéficie du traitement qui est prévu par la loi. Je me rends compte malheureusement que ce monsieur ne l'a pas fait. Très bien. Il ne l'a pas fait. Je dois dire les choses comme vous dites, je dois dire les choses comme elles sont. Et bon, monsieur David Silfried Etame Massoma, si vous écoutez ce programme, je suis sûr que vous allez écouter, sentez-vous libre de nous contacter si vous voulez prendre la parole, car nous ne sommes pas des justiciers, nous sommes des journalistes, nous voulons juste comprendre comment on en est arrivé là. Avec ta permission, Guy, j'ai une autre question avant de te passer la parole. Alors, Feu Hubert Mononzana arguait tout récemment, avant son décès, qu'on lui avait demandé d'entrer dans une certaine réunion secrète. C'est parce qu'il avait refusé qu'il était mis au banc de touche ou pourchassé par le régime que vous serviez. Pensez-vous que ce soit le cas pour vous? Vous a-t-on fait des propositions que vous avez rejetées? Ben écoutez, oui, je vous écoute. Sans faire la fine bouche, je voudrais vous dire que, à mon sens, il y a plusieurs raisons qui ont probablement poussé à ce que je me sente pourchassé. C'est pour ça que j'ai souvent parlé de règlement de compte. Qui veut vous régler vos comptes? Qui vous dit vous régler vos comptes? Ah ben écoutez, non, mais je ne vais pas dire que il y a plusieurs personnes. Vous savez, il y a donnez quelques noms, qu'on sache pourquoi. On ira vers ces gens-là leur poser la question. Vous êtes accusé de régler les comptes. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Alors, écoutez, je voudrais vous dire d'abord que pour ce qui est des propositions d'entrer dans des cercles exotériques, j'ai reçu des propositions que j'ai déclinées. J'ai reçu des propositions de plusieurs personnes. Donc, membres du gouvernement ou pas? Membres du gouvernement et non membres du gouvernement, en me disant, viens nous retrouver, tu seras plus fort, ta carrière sera mieux protégée. Je leur ai dit que
Je ne pense pas que c'était ce que mes parents m'ont appris et tout ça, et que ça ne rentrait même pas dans le cadre de mes convictions. Je respecte ceux qui sont soit dans la Rose-Croix, soit dans la franc-maçonnerie, mais il ne faut pas que cela se transforme, c'est-à-dire que comme un strapontin pour faire carrière. Donc voilà. Pour ce qui est de ces règlements de compte politique, je voudrais vous dire que mon passage à l'Assemblée n'a pas été de tout repos. Je l'ai toujours souligné. Monsieur Ambassadeur, oui, nous savons comment ça fonctionne au Cameroun sous M. Paul Biya que vous serviez. Dans chaque village ou chaque département, on choisit une tête qui devient un roi télé du coin. Et les bagarres sont rudes car chacun aimerait être le roi du coin et faire de l'autre le fou du village. Qui vous en voulait tant dans votre département? Qui pourrait vous en vouloir à ce point-là? Bon, alors je vais arriver à ça, mais je voudrais d'abord terminer pour dire que je me suis retrouvé en porte-à-faux avec le parti au pouvoir, c'est-à-dire mon parti, le RDPC. Pourquoi? À l'Assemblée nationale. Tout simplement parce que j'ai pensé que je devais faire mon travail. Ça veut dire que lorsqu'on envoie un projet de texte, que je puisse dire que ce projet de texte n'est pas bon. Et cela est arrivé à plusieurs reprises. Les députés sont là, les anciens députés, les députés, qui pourraient vous dire, à tel point que Fendongue Somba m'a appelé pour me dire que le président a souligné que je faisais des débordements à l'Assemblée. D'accord. Je ne sais pas. Vous croyez où? Je ne vous entends pas. Est-ce que la technique peut nous rétablir? Car j'aimerais bien que M. Zambassa m'entende. Vous croyez où? Aux États-Unis ou en France? Vous ne saviez pas, vous étiez au Cameroun de Paul Biya? Non, mais en fait, lorsqu'on est député, je vais revenir à ça. Je dis que lorsqu'on est député, on travaille quand même pour la nation. Comme j'avais dit, je leur avais dit clair et net que moi, j'étais à l'école. J'ai appris à faire telle ou telle chose. J'ai quand même un certain bagage intellectuel qui ne me permet pas de dire que 1 + 1 = 5. Je ne sais pas faire ça. Et je vais même vous dire que le budget de 2008, le projet de budget et la note économique présentée par le Premier ministre, j'ai fait une note au chef de l'État, croyant bien faire pour lui dire, Monsieur le Président de la République, voilà ce que la loi des finances, le projet de loi de finances et la note économique, j'ai fait cette note-là, j'ai toutes ces notes-là, et elle est revenue et on m'a porté pour aller chez le Premier ministre Enoni, qui est là. Je n'étais pas seul. Le président Feu Ndongue Somba, m'a pris et je suis allé avec le professeur Lekene d'ailleurs. Il est là, vivant. Le Premier ministre m'a dit, qu'est-ce que vous reprochez à ce budget? Je lui ai dit, Monsieur le Premier ministre, voilà les points. Et c'est ces points-là qu'on retrouve aujourd'hui. Je lui ai dit, lorsque vous prenez le budget, la structure du budget, vous vous rendez compte que d'abord, il y a un déséquilibre entre le fonctionnement qui prend trop d'argent et l'investissement. L'investissement étant d'ailleurs consacré essentiellement au remboursement de la dette. Lorsque vous prenez les charges de fonctionnement, vous vous rendez compte que les charges de personnel représentent plus de 60%. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce budget-là? Je prends un exemple comme celui-là. Je prends un autre exemple où l'Assemblée d'ailleurs a été pratiquement bloquée, où le ministre de l'époque, qui est aujourd'hui aux États-Unis, je ne sais plus comment l'appeler, et qui avait soumis un projet de loi où il proposait des amortissements dégressifs et autres. Je lui ai dit, Monsieur le ministre des Finances, je suis désolé, je suis quand même inspecteur des impôts et les petites connaissances que j'ai me font dire que
l'État camerounais n'admet pas les amortissements dégressifs. Ça fait un blocage et on a dû revoir ça, on a changé. Donc, vous savez, le député, à un moment, le député sur des questions techniques ne doit pas avoir de positionnement politique. Et je pense que vous avez un successeur en la personne de Cabral Libi. Vous lui avez donné quelques conseils, j'espère. Donc, il ne m'a jamais appelé, mais je suis en train de vous dire que les problèmes que le Cameroun rencontre aujourd'hui en matière de finances publiques, c'est des problèmes que j'ai soulignés en 2008. J'ai la note que j'ai adressée au chef de l'État en lui disant, Monsieur le Président de la République, faites attention, si on fait ceci, si on fait cela, nous allons nous retrouver dans des difficultés. Je vais vous prendre un dernier exemple. Lorsqu'on a fait les DCE, les ceci, cela, j'ai dit au président de la République, j'ai fait une note au président de l'Assemblée pour dire, Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Président de la République, c'est un document de trop et de plus qui ne sert à rien, c'est du pipeau. L'objectif à l'époque, c'était les objectifs du millénaire. Préoccupons-nous de ça, tout ce qu'on est en train de faire là et tout ça. Alors, vous vous retrouvez où aujourd'hui? Prenons le document de croissance, je ne sais pas de quoi. Il a donné quoi? Rien du tout. Évaluation nulle. Nous sommes aujourd'hui à la SND 30 qui respecte ça. Il n'y a pas de lien entre ces documents-là, ces objectifs de politique économique et les budgets qui sont adoptés par les départements ministériels. Autre chose que je voudrais souligner et que j'avais dit à l'époque, c'était que lorsqu'on parle de DSE, lorsqu'on parle de SND 30, ce sont des proclamations politiques, ça relève de l'Assemblée nationale. C'est des politiques à long terme parce que ces politiques doivent, disons, être adoptées par le Parlement et que ça fasse l'objet d'une loi et qu'on puisse, que le gouvernement puisse venir dire chaque année comment il a exécuté ça. Ce n'est pas au gouvernement qui revient d'adopter des programmes économiques à long terme, s'il vous plaît. Bon, Monsieur Zambassa, connaissez-vous Maxime Le Forestier? Le chanteur. Oui. Vous auriez dû naître ailleurs, car vous étiez dans le mauvais pays. Vous n'étiez pas la bonne personne pour le pays. Bon. Mais c'est ce qu'on m'a dit, que je n'avais pas ma place là. Guy, après, je te passe la parole. On peut rire même lorsque le temps est grave, n'est-ce pas? Mais c'est justement ce qu'on... Si vous observez... Laissez-moi vous faire rire. Oui, je vais vous recevoir en présentiel, hein, c'est pas fini, c'est très peu là. Il va falloir que vous veniez à Paris. Nous avons des choses, votre marmite est pleine, nous devons cuisiner bien votre marmite là. Il va falloir venir. Le principe est accepté, mais je voudrais dire que véritablement, lorsque vous observez l'Assemblée nationale aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une espèce de démission? Bon, tous les députés vont dire, leurs femmes leur disent, écoutez, si vous allez parler là-bas, vous avez vu comment on a frappé Ambassadeur. Vous avez vu? De toute façon, Monsieur Ambassadeur, cela fait 25 ans que j'ai quitté le Cameroun. À mon époque, quand j'y étais, je connaissais les députés qui dormaient et qui se réveillaient pour applaudir. Point. Je ne connaissais pas un qui faisait quoi que ce soit. Nous avons eu... moi, je crois. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de Cabral Libi. Mais Cabral Libi, ils sont combien? C'est-à-dire que j'ai dû subir la fronde même des députés du RDPC avant qu'ils ne comprennent que le travail que j'étais en train de faire, ce que je voulais faire. J'ai même proposé, j'ai toutes ces notes-là écrites, j'ai proposé, j'ai dit, faisons une espèce de brainstorming qui fait que les ministres, lorsqu'ils ont des projets de loi, projets de ceci et tout ça, qu'ils travaillent avec ce brainstorming qui est la crème
des députés du RDPC avant d'apporter à l'Assemblée. Est-ce que cela a été fait? Non. Moi, je me sens bien avec ma conscience parce que j'ai essayé de travailler pour mon pays. Et si c'est pour ça qu'on a voulu me punir, comme Marie-Roger Bilois m'a dit, tu es poursuivi pour délit de gueule. Voilà. Il faut pas dire ça, on pourrait la poursuivre aussi. Bon, vous avez quelque chose en commun avec Amadou Ahidjo. Vous savez quoi? Non. Vous êtes comme lui. Vous êtes condamné à contumace. Vous avez choisi un avocat comme lui avait choisi Maître Charrier Bournazel, que je salue, et on n'en a pas voulu au Cameroun. Vous allez finir comment là? Au Sénégal ou au Cameroun? Bon, Guy. Je vais finir au Cameroun, c'est mon souhait. Mon souhait, parce que justement, vous avez posé la question sur l'avenir. Moi, l'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est que mon pays reconnaisse, sache qu'il a pris des engagements vis-à-vis des organisations internationales et qu'il doit respecter ces engagements-là. Lorsque d'autres pays reçoivent des décisions du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, ces pays-là s'exécutent. Le Sénégal, le cas Karim Wade. En France, on ne peut même pas imaginer que les Nations Unies prennent je vais vous contredire là. La dame qui avait dénoncé les cachotteries d'argent de Jérôme Cahuzac est malmenée en France aujourd'hui. J'ai fait un TikTok là-dessus tout récemment et elle-même a fait un TikTok que j'ai publié sur le TikTok GMTV+. Donc, la France est très loin d'être un modèle. La France, oui, je reconnais, mais quand même, je suis en train de dire que ce que j'attends, je reviens à ce que j'attends et ce que je souhaite de mon pays, c'est qu'il a adhéré au pacte international relatif aux droits civils et politiques et il a reconnu la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir les plaintes, les communications individuelles des Camerounais et Camerounaises qui ne sont pas satisfaits, qui estiment que leurs droits sont violés. Alors, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous ne respectons pas les décisions des Nations Unies concernant les personnes, mais nous voulons que les Nations Unies nous appuient lorsque nous sommes dans le cadre des affaires de Bakassi et autres. Monsieur Zambassa, un jour le serpent marchera debout. Guy, à toi les questions maintenant. Merci. Merci. Oui, monsieur Guy Gassa, je vous écoute. Oui, merci. Donc, je voulais juste dire que j'ai eu l'impression que... Le son, Guy. Le son. Vous ne m'entendez pas? On t'entend, mais le son est très bas. Donnez-moi 2 minutes, je vais voir. Alors, pourtant, mon son, il a très haut, là. Voilà, c'est parfait. C'est bon. Oui. Je voulais juste dire que j'ai eu l'impression que Jackie Moifo avait rebaptisé M. Dieudonné Ambassa par Jean Ambassa. Non, c'est pas grave, ça arrive, puisqu'on a un débat. Dieudonné Ambassa. C'est juste pour rigoler un peu. Alors, c'est vrai que c'est pas facile, ce que vous subissez, très cher Dieudonné Ambassa, d'être aujourd'hui si éloigné de sa famille. J'ai souvent eu des échos de ce que certains proches de vous ont subi du fait de votre éloignement et parfois du fait de votre prise de parole en public. Est-ce que vous n'avez pas peur aujourd'hui, au regard de tout ce qu'on vient de dire, que certains proches de vous subissent encore quelques représailles? Parce qu'il y en a eu autrefois, il faut le dire aujourd'hui. Oui, ben, effectivement, il y a eu des représailles. Des représailles, ce n'est pas moi qui l'ai souligné, c'est l'Union interparlementaire, avec des agressions physiques, des agressions sexuelles sur des personnes qui m'étaient proches. À ce point-là. Oui, j'ai pas voulu le préciser comme ça. Vous avez tout dit. Bon, vous êtes conscient de ça. Est-ce que vous avez pour parler de cette affaire? Est-ce que vous avez pris les dispositions pour que l'on mette en sécurité vos proches? Mais la sécurité, quelle sécurité? Je suis là, j'ai été condamné et on m'accuse de détournement de deniers publics. Alors, si je ne peux même pas, je ne peux pas. Alors,
mon cher Guy Ngassa, si je ne peux pas dire aux Camerounais que je suis innocent, que je ne comprends pas pourquoi j'ai été condamné, à quoi donc? Est-ce que nous allons revenir à ça? Est-ce que c'est ça, c'est avec ça qu'on va relever le pays? On ne peut pas. Vous pouvez vous rassurer que quand je pose cette question, c'est parce qu'ici, nous sommes un média citoyen, média libre. Nous donnons la parole à tout le monde. Et Oui. Alors, je vous dis en toute liberté que vous m'avez posé des questions. Dans le cadre de cette conférence de presse, il y a des questions qui m'ont été posées. Je vous réponds. Alors, monsieur Dieudonné Ambassadeur, si vous voulez que je précise bien mon propos, parce qu'il faut que ceux qui nous suivent comprennent bien que il n'est pas toujours aisé pour ceux qu'on invite sur nos plateaux de parler sans qu'il y ait des représailles. Nous tenons par cette information à dire que vous avez effectivement subi des représailles. Vous avez bien compris que j'ai les détails de ces représailles. Et l'intention de mon propos est de dire qu'il faut stopper de chercher noise aux proches de personnes qui sont parfois du mal avec quelques affaires de l'État. Vos proches ne sont pas vous. C'était ça le but de mon message, de dire simplement qu'il faut arrêter de chercher noise, il faut arrêter d'embêter des gens qui sont proches d'une personne qui a eu quelques problèmes avec la justice au Cameroun. Nos proches ne nous représentent pas. De la même façon, ici, vous nous entendez, hein, ils sont nombreux les journalistes qui ont perdu la vie, et c'est notre rôle de dénoncer cela et de dénoncer également ce que vous avez subi. C'était ça le but de cette information. Bon, je voulais poursuivre également ma deuxième question en fait. Monsieur Dieudonné Ambassadeur, lorsqu'on vous a écouté tout au long de cette conférence de presse que vous donnez sur nos deux médias respectifs, JMTV+, et Jacqueline Info, on a l'impression qu'au Cameroun sont persécutés que les membres du gouvernement, ils travaillent bien. Devrait-on comprendre, à travers ce que vous avez jusqu'ici relaté, que vous êtes victime de vos velléités de travailleurs, on va dire, honnêtes, sérieux, rigoureux, et que au Cameroun, seuls les membres du gouvernement qui ne sont pas de bosseurs, de vrais bosseurs sérieux, sont aux affaires et ne sont pas inquiétés? Alors, je vous dis tout de suite que ça, c'est également mon sentiment. C'est également mon sentiment parce que lorsque j'ai été au ministère des Travaux publics, j'ai plutôt reçu des lettres d'encouragement, de félicitations de nos partenaires au développement. Bon, c'est vrai que la fonction, lorsqu'on va au ministre, c'est à la discrétion du chef de l'État. Mais beaucoup n'ont pas compris pourquoi on m'a enlevé. Moi-même, dans mon analyse, j'ai compris que c'est parce que j'ai engagé une lutte acharnée contre les détournements et les marchés fictifs et autres. C'est ce qui m'a tué. D'accord. Je dois vous le dire. Je vais vous dire que, juste prendre un exemple, mon DAG de l'époque, je vais au bureau parce que je travaillais parfois, très souvent les samedis. J'arrive, je n'avais même pas encore 2 mois au ministère. Je vois des taxis alignés, étaient avec l'officier de sécurité et tout. Je lui dis, restons de l'autre côté de la route. Et nous voyons, on sort le matériel de bureau, on vient recharger, on vient charger dans les taxis. Dans les taxis. Ah bon? Oui, alors lorsque je ne pouvais pas tenir face à cette horreur-là, je m'en vais après quelqu'un qui, ben c'est le nouveau ministre, les taxis démarrent, les chauffeurs démarrent en trompe. Je vais porter, j'envoie l'officier de sécurité saisir la gendarmerie du lac et autres et tout ça. Bon, on fait des enquêtes et tout ça. Et il se trouve que c'est lui qu'on avait pris, le comptable matière, on l'a placé. Et tout ça, ils sont allés voir. Ça veut dire que les gens achetaient du matériel de bureau. Et le même matériel de bureau était livré plusieurs fois. C'est-à-dire que lorsqu'on achète le matériel de bureau, quand on vient le livrer, on doit l'estampiller
et tout ça. Mais ce n'était pas ça. Vous dites qu'on achetait, par exemple, 1000 rames de papier, ceci, cela. On venait les livrer et on les ressortait pour aller livrer ailleurs. Entendu. Il faut qu'on avance pour nos questions. J'ai bien compris, effectivement, ce sont des pratiques assez mafieuses que nous dénonçons régulièrement dans les médias. Je vous laisse juste une minute. Allez-y, donc, rapidement. Est-ce que vous savez que j'ai eu du mal? Parce que lorsque j'observe ça, je prends une décision pour suspendre le DHD, puisque c'est lui-même qui est venu me voir pour me dire que oui, c'est moi qui ai envoyé, je voulais aider. Et je lui dis, mais vraiment, est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Je n'ai même pas encore 2 mois. Je lui dis, bon, manque de confiance, je suis obligé de vous suspendre. Est-ce que vous savez que c'est plutôt moi qu'on a tapé sur les doigts? Ah bon? Ah bon? C'est l'histoire de Jésus. Il a fait du bien, on l'a quand même tué. Monsieur Ambassadeur, Jackie, juste pour que je finisse ma série de questions là, rapidement. Monsieur Ambassadeur, donc vous confirmez qu'au Cameroun sont aujourd'hui généralement en poste ceux qui ne travaillent pas bien, ceux qui sont généralement complices de certaines pratiques un peu curieuses, voire mafieuses. Est-ce que vous pouvez donc, une fois qu'on a convenu de cela, nous dire si un ministre camerounais aujourd'hui, y compris vous qui étiez ministre autrefois, peut justifier son train de vie? Sinon, comment expliquer leurs avoirs, leurs biens? On vous écoute. Ben, écoutez, la Constitution est là. La Constitution, je crois que c'est l'article 66. Cet article 66 n'a jamais été l'objet d'un texte d'application. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Il y en a qui sont riches. Moi, j'ai fait plus de 25 ans de carrière à des hautes fonctions. Je n'ai même pas pu terminer la construction de la résidence où je pouvais me retrouver. Alors, moi, je dis tout ça. C'est pour ça que nous avons besoin de médias comme les vôtres. Parce qu'il y a des choses qu'il faut dénoncer. C'est ce genre de choses, cet enrichissement. Mais personne ne contrôle cet enrichissement. Vous êtes en train de nous dire que vous, également, ministre, vous vous étonniez des avoirs, des biens immobiliers, de la richesse de vos autres collègues ministres? Même jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas surpris? Ce n'est pas nécessairement les ministres. Hein. Les ministres ne sont pas... Moi, j'avais des collaborateurs... On n'a aucun problème avec les hommes d'affaires, M. Ambassadeur. On n'a aucun problème avec les hommes d'affaires. On parle là des gens qui sont au service, n'est-ce pas, des Camerounais, qui sont des administrateurs civils, qui sont des ministres, des gens du gouvernement. Je ne parle pas des hommes d'affaires. Les biens matériels qu'ils ont. Parce que la question finale que j'ai à vous poser, c'est est-ce qu'on peut être ministre comme vous l'avez été, M. Ambassadeur, et ne pas avoir quelques bisbilles avec de l'argent? Parce qu'on a l'impression qu'au Cameroun, le gouvernement de Paul Biya, une fois qu'il vous donne un poste de ministre, il sait qu'il vous tient. Est-ce que vous n'étiez pas, vous aussi, tenu en tant que ministre? Et donc, par conséquent, est-ce qu'ils n'ont pas des choses contre vous qui puissent justifier, qui vous êtes traduit, non pas au Conseil, n'est-ce pas, au Conseil des affaires financières et administratives, mais plutôt au tribunal spécial? Je vous écoute. Mais écoutez, je voudrais vous dire que moi, j'ai grandi et j'ai été élevé dans la peur, le respect de la chose publique. Donc, c'est pour cela que j'ai mis en place des mesures, justement, pour éviter de tomber dans ce mal de l'enrichissement illicite. Et j'étais en train de vous dire que, savez-vous qu'au ministère des Travaux publics où j'étais, il y a même jusqu'à aujourd'hui, ministère des marchés publics, ministère des Travaux publics, vous aviez des directeurs plus riches qui ont des richesses qui n'ont rien à voir avec le ministre. Donc, ce n'est pas uniquement une affaire de ministre, c'est une affaire de toutes les personnes qui sont là et qui sont à des postes où ils peuvent avoir accès à des procédés et à des procédures pour se faire de l'argent. Donc, moi, je dis aujourd'hui, la corruption au Cameroun, c'est un mal public, c'est un mal endémique. Et nous ne pouvons lutter contre cela qu'en mettant en place une certaine transparence, en mettant en place l'application de l'article 66, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et il ne faut pas
sous le protège, dans le cadre de l'opération Épervier, qu'on aille prendre quelques petites brebis galeuses pour donner un exemple, alors que tout le monde connaît qui ignore au Cameroun, qui a quoi et qui fait quoi. Qui ignore. Mais c'est son style. Entendu. Jackie Wafo, il faut qu'on avance Oui. sur les questions parce que le temps passe. Jackie. Oui. Alors, monsieur Ambasazon, hein, c'est bien ça. Je n'ai pas dit Jean, hein, j'ai dit Ambasazon. Dieudonné. Bon, j'ai bien noté. Hein. Alors, vous avez évoqué le préjudice aujourd'hui du Cameroun qui a été reconnu et réparé à hauteur de 3 millions plus 2, donc 5 milliards. Hein, 5 milliards par l'entreprise qui était incriminée. Est-ce que vous le confirmez? Mais je ne peux pas prendre le risque de venir parler publiquement devant des chaînes de télévision sérieuses alors que j'ai des documents. J'ai la sentence capitale rendue à Paris. J'ai des documents de la CCIBA parce que quand je partais du Cameroun, j'ai pu avoir des informations crédibles. J'ai même ces documents qui montraient que le Cameroun avait, le ministère des Travaux publics, je ne sais pas, au ministère des Finances, avait déjà perçu 1,8 milliard sur les 2,8 milliards qui faisaient l'objet de caution. Je ne peux pas venir parler. Je vous dis même que j'ai écrit comment on appelle cet organisme, c'est la NIF ou non? Il y a le pasteur, je ne sais pas qui là. Bien, monsieur Ambassadeur, il y a quelques années, 3 années en arrière, Maître Lydienne Eyoum passait sur JMTV+, et vous pointez du doigt, comme l'État du Cameroun semble encore vous pointer du doigt aujourd'hui. Si le préjudice a été reconnu, ça veut dire que si l'entreprise qui a causé le préjudice au Cameroun a été jugée, condamnée et a réparé ce préjudice-là, pourquoi vous poursuivez encore? Justement, c'est ça la question. C'est ça la question. Un même préjudice ne peut pas être réparé. Deux fois. Plusieurs fois. Déjà qu'il y a un problème de qualification juridique, on ne peut pas parler de détournement alors qu'il s'agit d'une affaire comme ça. Je vous dis, il y a une sentence qui a été rendue. J'ai la copie de cette sentence-là. Je vous le ferai tenir copie. Je vous dis également qu'il y a des cautions qui ont été constituées et j'ai ces cautions-là et à hauteur de combien elles avaient été mobilisées au moment où je partais du Cameroun. C'est des documents probants. Je ne parle pas, je ne peux pas. Ma dernière question. Oui. Ma dernière question, Dieudonné Ambassadeur. Le Cameroun de l'éternel Paul Biya, que vous serviez, est-il un pays de droit? Difficile de le dire si nous prenons tous les rapports. Vous avez accès, M. Jackie Moifo, à tous les rapports des organismes de surveillance des droits de l'homme. Je ne pense pas qu'il y ait un seul rapport qui soit positif à l'égard de notre pays. La preuve, je suis victime parce que mes droits n'ont pas été respectés. Donc, je ne suis pas seul. Ils sont nombreux. Nous avons regretté toujours le fait qu'on ne puisse pas s'exprimer, on ne puisse pas exercer les droits qui sont reconnus par la Constitution camerounaise. Alors, est-ce qu'on peut dire non? Aujourd'hui, quoique c'était pas bon avant, aujourd'hui, je trouve que la situation s'est empirée. La situation s'est empirée. C'est-à-dire que si nous ne pouvons pas faire de notre pays un véritable État de droit et un pays démocratique, c'est là la source du mal. C'est là la source du mal. Vous avez soulevé tout à l'heure le fait que mes proches qui sont au Cameroun soient exposés à des représailles éventuelles. Est-ce que c'est ça? Parce qu'on est venu dire ce qu'on pense, parce qu'on est pourchassé et qu'on vous accuse, on vous oblige à vous taire. Vous vivez en Europe. Tant que il sait qu'aujourd'hui,
les enfants sont élevés de telle manière en Europe que lorsque tu lui dis va faire ceci, il te dit non, on ne parle pas comme ça. Papa, vous avez mangé, vous n'avez pas essuyé, vous n'avez pas lavé les mains avant de venir manger. C'est ça les enfants ici. Est-ce qu'un enfant peut parler comme ça son père sans qu'il reçoive je ne sais pas combien de coups de fouet? Donc, il faut que nous puissions changer. Le changement ne viendra que par la mise en place d'un véritable état de droit. L'état de droit signifie également que nous puissions respecter les institutions, qui a le pouvoir judiciaire, le pouvoir parlementaire, législatif, qui est le pouvoir exécutif, que chacun joue son rôle. C'est ça le véritable problème. S'il y a une confusion, s'il y a une trop forte concentration des pouvoirs, on n'a plus rien. Entendu. Alors, sauf si tu veux ajouter une autre question. Non, je donne toute la parole. Monsieur Bassazan, je voudrais faire remarquer que vous êtes d'ailleurs conscient que les avis du Comité des droits de l'homme des Nations Unies ne sont pas contraignants. Mais j'aimerais savoir quel est l'état émotionnel et psychologique, quel est votre état émotionnel et psychologique lorsque vous recevez cet avis du Comité des Nations Unies, du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Comment vous vous sentez à ce moment-là, même si vous êtes conscient que ces avis ne sont pas contraignants pour l'État du Cameroun? Alors, je voudrais dire que les avis ne sont pas contraignants, tout simplement parce que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies n'est pas une juridiction supérieure aux États. C'est les États qui l'ont voulu ainsi. Mais elle n'en demeure pas moins contraignante. Parce que, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où un État adhère au pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'il signe le protocole facultatif, l'État du Cameroun a signé, a adhéré à ces instruments. Il a reconnu la compétence. Alors, ce débat, il est clair pour nous. Hein. Le débat, il est clair pour nous. Je veux dire, donc, la disposition celle des États signataires de ces conventions. Il est clair. Moi, la question à laquelle j'aimerais avoir une réponse, c'est l'état psychologique, émotionnel de la victime que vous êtes en possession, lorsqu'elle entre en possession de Tel Aviv. Est-ce que vous vous dites, ou alors vous vous dites, ouf, enfin, je vais pouvoir retrouver mes enfants au Cameroun? C'est ça ma question, en fait. Non, en fait, je voudrais d'abord dire que c'est une victoire. Nous ne devons pas faire la fine bouche, c'est une victoire. La plainte a été déposée en juin 2017. C'est en 2023 que la décision est prise. Ça veut dire qu'il y a c'est une victoire. Ça veut dire que c'est une reconnaissance de la situation qui est la mienne, de ce que je suis victime. Donc, c'est d'abord cette victoire-là. Ensuite, l'état psychologique, dans ma tête, je vois la possibilité de respirer comme homme libre, c'est-à-dire que je sois débarrassé de cette condamnation. C'est ça. Donc, et mon souhait, comme je l'ai toujours dit, c'est que personne ne souhaiterait vivre hors de chez lui, malgré lui. C'est-à-dire que même si que ce soit un choix, que même si je dois rester encore un peu en France et tout ça, mais que j'ai la possibilité de pouvoir aller au Cameroun, de voir ma femme, de voir mes enfants, que j'ai la possibilité, lorsque Dieu m'aura rappelé, qu'on puisse aller m'enterrer sur la terre de mes ancêtres. Donc, je dis, je suis dans une perspective positive. Je garde espoir. Je garde espoir et je dis que nos autorités vont probablement, ou moins, pour une fois, et elles l'ont fait pour d'autres cas. Je dis, pourquoi ne pas dans ce qui me concerne? Entendu. Je voudrais, une fois que j'ai entendu votre réponse, vous demander, je suppose que c'est le cas, s'il est plus facile lorsqu'on est donc dans votre situation, c'est-à-dire lorsqu'on a quelques soucis
avec la justice camerounaise de s'échapper, et de le prenez pas mal, hein, c'est pas péjoratif. D'ailleurs, la preuve que vous avez pu aujourd'hui, parce que vous êtes en France, saisir le comité des droits de l'homme des Nations Unies. Est-ce que vous direz aux Camerounais qui font un bon travail au Cameroun et qui, pour une raison parfois kafkaïenne, doivent faire face à la justice, qu'ils ne devraient pas hésiter de sortir du pays parce qu'il y aura moyen de pouvoir obtenir comme vous, et comme par exemple Kanye Wade, une espèce de justice de la part des Nations Unies, par exemple, hein, c'est-à-dire des instances internationales. Vous dites quoi? Je pense que cette question vous a été posée autrement, mais moi je vous la pose différemment. Est-ce qu'on devrait hésiter de sortir du Cameroun lorsqu'on fait face à des situations compliquées avec la justice camerounaise et qu'on se dit qu'on n'a rien à se reprocher? Ou alors, il faut affronter la justice camerounaise parce que c'est un peu les questions qui nous avaient été adressées. On vous accusait de refuser d'affronter la justice camerounaise que, généralement, dans votre situation de ministre, vous trouvez juste, vous trouvez équitable. Mais une fois en mal, vous dites qu'il n'y a pas de justice et qu'il faut voir, par exemple, ce que disent les rapports des institutions internationales. Je vous écoute là-dessus. Écoutez, c'est une décision personnelle, c'est-à-dire je ne peux pas... Non, d'une manière générale, on a vu par exemple l'ancien ministre des Finances qui s'est également évadé, hein, il est aujourd'hui aux États-Unis. Mais c'est pas Messi, c'est pas lui. Emmanuel Lazare, il s'appelait soit Santo Lazare, soit Lazare, soit Emmanuel. Il avait été nommé avec un prénom qui ne lui appartenait pas. C'est un peu pour ça que je reviens sur la boutade. Lazare ou Emmanuel et Simi-Meunier. On a bien vu qu'il est parti et qu'il a pu également échapper à la justice de son pays. Alors que chaque fois, tous proclament que la justice est équitable et qu'ils ont confiance en la justice du Cameroun. Mais une fois qu'ils ont des problèmes avec cette justice, paf! Ben non, la justice n'est plus honnête, non? Non, c'est pas ça. Je voudrais que nous soyons objectifs lorsqu'on parle de ça, parce que c'est une question... Que nous ne le sommes pas en parlant de ça? En posant ces questions, vous avez l'impression qu'on n'est pas objectif là? Non, ce n'est pas ça. Je dis, c'est pas à vous que je m'adresse. Je dis que lorsqu'on parle de cette question-là, vous savez pertinemment, comme moi, qu'il y a des rapports qui ont été faits par différentes personnes, à la fois au plan national et international, qui indexent la justice camerounaise. C'est une réalité. Ça, je l'ai compris. Vous avez posé cette question-là. Ma question est simple, monsieur. Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut partir du Cameroun lorsqu'on a quelques soucis avec la justice camerounaise et qu'on se dit qu'on ne se reproche rien, de rien? Je suis en train de vous dire que j'ai pris une décision personnelle. Je ne peux pas la transposer au plan général en disant aux gens partez du Cameroun parce que ce serait comme inciter à la rébellion. J'ai pris une décision personnelle. Il faut être docile parce qu'il faut être docile à un État, à une nation qui est sans État de droit. Vous parlez de rébellion, est-ce un gros mot pour vous? Non, mais c'est pas sans droit, sans justice. Non, mais écoutez, mon cher ami Guy, je suis en train de dire que je suis parti du Cameroun et je ne suis pas rentré parce que j'ai eu la conviction et cela a été confirmé parce qu'il y a une mission de l'Union interparlementaire qui a confirmé que je ne pouvais pas bénéficier d'un procès équitable. Maintenant, je ne vais pas étendre la décision qui a été décision personnelle pour dire aux gens, dès que vous êtes confronté à la justice, il faut partir. Parce que cela me sera reproché. Je peux être poursuivi pour ça. C'est-à-dire que des situations au Cameroun qui sont poursuivis de ne pas affronter. Si c'est une décision personnelle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je ne vais pas la transposer au plan général pour dire aux gens allez-y, partez du Cameroun et autres. La preuve, c'est que c'est compliqué. Je ne peux pas. C'est une décision. Je laisse Jackie, je te laisse la parole. Guy Gassapi, ne sois pas naïf, tu sais que ceux qui servent le régime d'IA, même emprisonnés, lorsqu'ils sortent de prison, ils reprennent immédiatement une carte du RDPC
et se rallient. Donc, essaie de comprendre, monsieur Dieudonné Zambassa, d'accord? Ne faites pas, je ne voudrais pas qu'il y ait ce lien-là. Monsieur Jackie, je pense que j'ai servi mon pays, comme je l'ai toujours dit. C'est vrai, quand je sors de l'ENAM, je n'étais pas rien, ce n'est pas le président actuel. C'est vrai que j'ai été distingué par rapport à d'autres jeunes, je suis devenu ministre et tout ça, mais cela ne veut pas dire que tout est rose et tout. Et puis, qui vous dit que si je reviens au Cameroun, je vais reprendre une carte DPC ou bien je vais refaire la politique? Je ne suis pas sûr. Ma vie est autrement. Vous ne pensez pas que j'ai payé un lourd tribut? Si je reviens au Cameroun, je vais servir mon pays, mais d'une autre manière. Je ne suis pas quelqu'un qui court derrière les postes politiques. Je vais reprendre les. Bon, ça peut être possible, mais je ne pense pas que ce soit là mon objectif. Non, je dis tout simplement que la personne qui est confrontée à la justice doit faire elle-même son analyse, savoir si elle est capable d'affronter la justice ou si elle n'est pas capable d'affronter. Moi, dans mon cas, j'ai pensé que je n'étais pas en mesure et la suite m'a donné raison. Voilà tout ce que je dis. Mais je ne peux pas transposer cela pour le développer au plan général. Vous pensez pas que je n'ai rien à reprocher au RDPC? Depuis que je suis là, plus de 15 ans en exil, les gens qui ont été les plus durs à mon encontre, c'était les gens du RDPC. Alors, vous pensez que j'ai beaucoup d'atomes crochus encore ou d'acquaintances avec eux? Non. Ma femme et mes enfants sont abandonnés. À quel moment le RDPC a constitué une délégation même pour aller rendre visite à ma femme qui est une grande malade? Jamais. Entendu, monsieur Ambassadeur. On vous a compris. On essaie de filer là parce que le temps est parti, est presque en train d'arriver à son terme. Je ne sais pas si Jacques avait une question. Moi, j'ai une dernière. Hein. Monsieur Ambassadeur. Oui, Guy, tu peux y aller. Monsieur Ambassadeur, on a bien compris que le Comité des Nations Unies, le Comité de défense des droits de l'homme des Nations Unies, a donc constaté plusieurs violations dans le procès que vous avez eu au Cameroun, qui vous opposait à l'État du Cameroun. Et on rappelle notamment qu'il est demandé qu'il vous soit accordé réparation adéquate et qu'on réexamine la déclaration de culpabilité et la condamnation prononcée contre vous par le tribunal criminel spécial. Il a surtout été demandé, il a surtout été exigé qu'un délai, que dans le délai imparti de 80 jours, autant pour moi, l'État du Cameroun communique au CCPR, autant pour moi, les renseignements sur les mesures prises pour donner effet à cette constatation. Nous sommes aujourd'hui le 23 janvier 2024. Est-ce que votre conseil vous est revenu au sujet de la prise en considération, ne serait-ce que de l'information par l'État du Cameroun? Ou alors, le Conseil des Nations Unies envoie ses informations également à l'État du Cameroun. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Écoutez, le délai qui est imparti court à compter de la date de notification. Donc, ce n'est pas... je suis parti, si je peux dire, au procès entre guillemets, au même titre que l'État du Cameroun. Donc, lorsque la décision est adoptée, elle est notifiée à mon mandataire, qui est mon avocat. Elle est notifiée aussi au Cameroun par l'État du Cameroun, puisque l'État du Cameroun, pour rappeler, est à Genève, a une mission diplomatique. Il y a deux missions diplomatiques à Genève. Il y a une mission diplomatique par rapport à nos relations avec l'État helvétique, mais il y a également une mission diplomatique qui est placée auprès, qui a pour compétence le bureau
permanent des Nations Unies à Genève. Donc, on l'a notifié au bureau permanent de Cameroun à Genève, à chaque de transfert dans l'État du Cameroun. Maintenant, nous, mon avocat et moi, nous travaillons pour voir comment amener, comment œuvrer pour que ces mesures soient mises en œuvre. Nous travaillons sur le volet réparation, parce que comme je vous le disais, si vous allez regarder la résolution des Nations Unies sur la réparation, je crois que c'est A60/147, elle dit ce qu'on entend par réparation. Ça veut dire que, par exemple, la restitution, si on avait saisi mes biens, il faudrait bien les restituer. Il faut me restituer ma virginité politique, c'est-à-dire que lever la déchéance, faire ceci, cela. Il y a également les amputations, c'est-à-dire qui portent à la fois sur le préjudice moral et autres. Donc, c'est tout un ensemble et c'est là que nous sommes en train de travailler et voir la meilleure manière à mettre en œuvre pour que l'État du Cameroun puisse, je dirais, daigner accepter d'exécuter cette... Et nous comptons sur les médias, nous comptons sur JMTV, nous comptons sur Diaf TV pour que l'État du Cameroun sache qu'il a pris des engagements à l'international et doit respecter ces engagements. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous avons vu par ailleurs que lorsque des décisions favorables ont été prises, les autres États, bon, plus vite que le Cameroun, les mettre en œuvre. On a quand même quelques cas, je ne vais pas citer les noms et tout ça, où les décisions favorables ont été prises et que, tant bien que mal, le président de la République a décidé d'accorder des grâces présidentielles. Donc, voilà. Entendu. Alors, voilà, pour moi, les questions sont finies, sauf si Jackie avait une dernière. Nous sommes presque arrivés au terme de cette émission. Je vais laisser à Jackie Moifo pour avoir introduit cette conférence de presse que vous avez donnée, qui était modestement organisée par JMTV+, et Diaf TV. Je vais laisser dans le mot de fin à Jackie. Merci beaucoup, Guy. Chers téléspectateurs de Diaf TV, chers téléspectateurs de JMTV+, c'est grâce à vous que nous fonctionnons. Sans vous, il n'y aurait pas de médias. Donc, je commence par vous remercier pour vos aimables attentions. Je remercie également Monsieur Dieudonné Ambasazan de nous avoir éclairé sur cette situation que je qualifierais de kafkaïenne. Mais bon, il y en a tellement au Cameroun qu'on ne sait plus où mettre la tête. Je vous souhaite d'avoir gain de cause, Monsieur Dieudonné Ambasazan, afin qu'un jour nous nous retrouvions à Yaoundé autour d'un bon sanga ou d'un bon pomme avec du bon vin de palme, dans la paix, et, entre tous les peuples du Cameroun. On se retrouve, chers téléspectateurs, sur ce même média conjoint, JMTV+, Diaf TV, qui fonctionne comme le Cameroun devrait fonctionner, avec un autre invité dans quelques jours. D'ici là, malgré la situation extrêmement compliquée, gardons quand même la banane. À bientôt. Merci. Merci encore à vous, Dieudonné Ambasazan. Merci. Il n'y a plus rien à ajouter. Merci. Au revoir. Ouais.